Bienvenue sur Coach Happy, le podcast de coaching qui accompagne les femmes ambitieuses dans leur épanouissement professionnel et personnel. Je suis Jenny Chamas, coach de vie certifiée et maman de 2 enfants. Les informations que je partage ici sont disponibles sur mon site coachhappy.com. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix, un nouvel épisode est disponible tous les mardis. Si vous aimez Coach Happy, vous pouvez soutenir le podcast en laissant votre avis sur iTunes. Chaque message de plus contribue à l'existence du prochain épisode. Merci 1000 fois. Je vous accueille aujourd'hui pour un épisode très spécial. Il y a quelques temps, l'idée m'est venue d'illustrer mon propos par des interviews avec des femmes ambitieuses et inspirantes. Qui sont-elles ? Comment sont-elles arrivées là ? Avec quelle force et quelle faiblesse ? Quels ont été leurs challenges ? Comment trouvent-elles au quotidien leur équilibre ? J'avais envie de parler sans compromis, de se dire les choses et surtout de vous donner la possibilité de découvrir des exemples de femmes qui concilient ambition et maternité. Donc de temps en temps, au fil de mes rencontres inspirantes, je vous proposerai des interviews, même si le cœur du podcast restera de partager des outils de développement personnel avant tout. Il y a quelques semaines, j'ai eu l'immense plaisir d'interviewer Nathalie Rozborski, qui est directrice générale adjointe du cabinet de prospective Nelly Rodi. Nathalie a 35 ans et elle est maman de 2 enfants. Ensemble, on a parlé de maternité, d'équilibre, d'ambition, de féminisme et de travail. J'ai adoré la sincérité et le franc-parler de Nathalie et j'ai trouvé son parcours vraiment inspirant. Je suis ravie de partager cet échange avec vous aujourd'hui, comme le point de vue et l'expérience d'une femme sur l'ambition et la maternité. Bonne écoute! Donc bonjour Nathalie. Bonjour Jenny. Merci beaucoup d'avoir accepté mon interview. Avec grand plaisir. Et en fait, c'est ma toute première interview, à la fois dans la vie et dans le podcast. Je suis très flattée, très honorée. Donc ça fait un peu plus d'1 an que je vous suis sur les réseaux sociaux. Et j'ai tout de suite été interpellée par plusieurs choses. La première, c'était votre poste de directrice générale adjointe, c'est ça. Chez Nelly Rodi, le cabinet de prospective et de tendance. Et également que tu étais maman et que tu n'hésitais pas... Pardon, je te tutoie. Tutoyons-nous. Et que tu n'hésitais pas à le montrer, ce que je trouvais tout à fait intéressant pour les femmes d'aujourd'hui. Et en fait, en voyant ça, je me suis dit que tu serais une femme extrêmement inspirante pour mes auditrices parce que tu représentes une maman ambitieuse qui semble concilier plusieurs choses dans sa vie et j'aimerais donc en savoir un petit peu plus sur comment tu fais, comment t'en es arrivée là, les challenges que tu traverses et aussi les réussites. Merci beaucoup déjà pour cette description, ça me touche beaucoup. Alors déjà, la première chose, c'est que c'est absolument pas calculé, c'est-à-dire que en fait, tout ce que je fais est nécessairement guidé par la passion, donc forcément sincère. Et donc je ne calcule pas en fait finalement le fait de me dire je fais un choix de carrière ou de maternité, etc. C'est-à-dire que pour moi, la question de la séparation entre où d'un côté tu vis ta vie de maman ou tu vis ta carrière et donc tout ça doit pas se mélanger, pour moi je comprends même pas qu'en 2019 on se pose encore la question. Pourquoi ? Parce que en fait, je crois pas qu'on puisse laisser en fait la vie privée en coulisses et en fait laisser le débat public uniquement aux hommes et à la carrière et à des valeurs plutôt masculines en fait. Et donc alors que historiquement, si on regarde un peu dans le passé, et même si on lit des textes de philo, etc. En fait, il y a eu un découpage, mais qui date. Ok, donc le débat public, il va être mené par les hommes. Et tout ce qui va être de l'ordre de la famille va être forcément le féminin, donc le privé. Donc on laisse sa famille en coulisses. Donc il y a une injonction en fait qui nous est faite, nous les femmes, c'est que tu dois faire ta carrière et mener ta carrière et ta vie professionnelle comme si tu n'avais pas d'enfant. Et en même temps, tu devrais faire ta vie de maman comme si tu travaillais pas. Donc en gros, en traduction dans la vraie vie, c'est ok. Tu dois dire ok sans problème, sans jamais sourciller à toutes les réunions après 19h, dire oui au déplacement professionnel et tu te démerdes, on veut même pas savoir si t'allaites ou pas. Et de l'autre côté, tu dois quand même faire la petite purée maison qui va bien parce que c'est vraiment atroce de donner un petit pot industriel à son enfant. Donc en fait, en gros, on est perdante sur tous les tableaux.
Et ça, pour moi, c'est absolument pas possible. C'est-à-dire que alors, d'après qui, pourquoi, selon quel code. Et ça, en fait, moi, je me suis énormément posé la question pendant mes 2 congés maternité. Et en fait, je pense que la genèse même de la carrière et de la question de l'ambition, la question du leader, du manager, du directeur, peu importe, en tout cas celui qui est le premier de cordée, pour reprendre une expression de notre président, en fait, je pense que c'est cette image-là même qu'il faudrait commencer à changer. C'est-à-dire que, alors ça va pas être très sympa pour nos aînés, mais toutes ces femmes qui ont longtemps été DG, directrices marketing dans des grosses boîtes du CAC 40, qui aujourd'hui ont 50, 55 ans, 60 ans, elles ont fait ce choix de reprendre les codes masculins de la carrière et de la réussite. Et elles ont effacé toutes les notions de féminité, de fécondité, d'enfants, de famille, parce que elles pensaient, et elles nous lèguent un terrain un peu pourri, un peu miné, parce qu'elles n'ont pas bougé l'image du leader. Mais je crois qu'aujourd'hui, ce qui va être le plus inspirant pour des équipes, ça va être un leader charismatique qui lui comprend en fait la vraie vie, qui est dans l'opérationnel, qui est quelqu'un qui va savoir évidemment porter une vision très très loin, emmener ses équipes, mais qui va en même temps être bienveillant, empathique, et qui va comprendre en fait, bah oui, il y a un pépin de santé, il y a à un moment donné, faut aller voir son pédiatre en plein milieu de la journée. Et donc, il y a une souplesse, il y a un arrangement, il y a une intelligence, en fait, émotionnelle aussi à avoir. Et donc, en fait, mes croyances, moi, je les applique aussi, évidemment, dans mes méthodes managériales et dans ce que je transmets à mes équipes. Parce que je pense que aujourd'hui, à l'ère de l'horizontalité, à l'ère de post d'ailleurs, post disruption technologique, etc., tu travailles d'où tu veux, quand tu veux. Et je pense pas qu'en fait, tu sois forcément plus productif de 9h à 18h. J'y crois absolument pas. Surtout dans des industries comme les nôtres, qui sont des industries dites créatives. Je veux dire, tu te mets pas ton cerveau en off le week-end. C'est-à-dire que quand tu lis un bouquin, tu écoutes une émission de radio, comme ça, tu peux avoir une idée pour un client, pour ton business. Et en fait, le découpage de ce temps même, de l'en dehors du travail et de la famille, pour moi, a volé en éclats il y a bien longtemps. En tout cas, sur certaines typologies de jobs. Et donc, pour revenir à ta question initiale, je vois pas pourquoi il faudrait mettre en sourdine, en fait, la question de la réalité, parce qu'en fait, finalement, de la réalité personnelle, parce que cette réalité personnelle, fondamentalement, te fait changer aussi ta trajectoire professionnelle, qu'on le veuille ou non. Ouais. Et moi, je crois aussi beaucoup aux carrières un peu, fractionnées. C'est-à-dire que je pense qu'il y a aussi un temps pour tout et qu'il faut aussi être très, 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 très lucide par rapport au fait que dans certaines boîtes, c'est possible, dans d'autres boîtes, c'est pas possible. Et qu'il faut aussi se dire, OK, c'est quoi mes priorités ? Et tant qu'on n'a pas hiérarchisé et qu'on n'est pas au clair dans sa tête sur son projet, c'est-à-dire que peut-être que oui, dans 10 ans, je vais être DG, je vais être directrice marketing, directrice de com, chef de groupe, peu importe. Il faut être très clair et en fonction de ça, aligner tout le reste de sa vie en fonction de ses objectifs, d'ailleurs qu'ils soient personnels ou professionnels. Donc, je pense qu'il faut organiser sa propre cohérence et parce que sinon, ça génère de la frustration, en tout cas que des sentiments négatifs, ouais. Et ça fait évidemment jamais avancer. Et que moi, par exemple, j'ai le tempérament de quelqu'un qui va vouloir mener tous les combats de front en même temps. Mais c'est mon tempérament, c'est-à-dire que je pense pas qu'on puisse le dupliquer avec une recette miracle sur plein de femmes. Il faut aussi se donner des combats à hauteur de ses moyens. Donc je dis pas que j'ai des moyens surnaturels, pas du tout. Sauf que moi, par exemple, le travail ne me fait pas peur. M'exprimer devant un board de 50 personnes, ça ne me fait pas peur. Et tout ça, en fait, il faut être très en conscience. Voilà, il faut être très en conscience de quoi j'ai envie. Est-ce que j'en ai vraiment envie ? Et du coup, qu'est-ce que je mets en ordre de marche pour ça ? Et pour moi, en fait, quand j'ai un congé maternité et que je sais que mes équipes, typiquement là sur un sujet beauté auquel je pense, on a bossé à un moment donné, on peut le dire, pour Oh My Cream. Juliette Lévy, je la connais depuis quasiment jour 1 de l'aventure Oh My Cream. Elle a fait appel à nous pour un sujet.
je ne me voyais absolument pas, alors que c'est mon congé maternité, dire ok, je fais pas la presse parce que je viens d'accoucher, etc. Donc après, c'est de l'ordre, ce qui est important, mais ce qu'il faut retenir de cette histoire, c'est pas oh là là, elle a fait un rendu pendant son congé mater, c'est pas ça le sujet. C'est elle a choisi. C'est ça le sujet. C'est la liberté de choisir à quel moment je fais quoi et pourquoi. Ouais. C'est absolument ça. Et donc, faut pas non plus glorifier celles qui prennent du temps dans un temps qui devrait être nécessairement cocon, mais qui est là aussi est un autre débat. C'est-à-dire que se dire que le congé maternité, c'est forcément le moment où tu achètes des nids d'anges et puis que tu fais tu tricotes et du coup, t'as plus de vie. Enfin, ça, c'est aussi une vision. Enfin, il y a un bouquin féministe qui sort d'ailleurs à ce sujet-là, qui explique justement que le congé maternité et le temps de la naissance n'est pas nécessairement un temps où tu fais que changer ton bébé et changer des couches. C'est aussi un temps où tu te régénères, où tu penses à autre chose, tu désaxes ton schéma de pensée. Enfin, c'est pas forcément que tiens, t'es chez toi. Et moi, je me souviens pendant ce congé maternité-là, donc de mon deuxième enfant, on m'a des fois fait la remarque, je dis mais il n'y a pas de congé maternité chez Nelly Rodi ? Parce qu'on me voyait dans des expos, des vernissages, et toujours avec mon porte-bébé Studio Roméo, et on me voyait, et voilà. Mais je dis, en fait, je comprends pas la question, parce que je vois pas pourquoi je m'interdirais de revoir mes collègues, mes amis, mes équipes, mes partenaires, mon réseau, en fait, les personnes qui me stimulent. Je vois pas pourquoi il y aurait un temps off de cerveau. Et encore une fois, c'est mon arbitrage personnel et c'est mon choix. Personne ne me l'impose. Je dispose de mon temps et je trouve que c'est ce qu'il y a de plus important finalement, c'est la liberté de choisir à quel moment tu veux accélérer, décélérer, etc. Et ça, c'est la responsabilité de chacune. Enfin, moi, s'il y a une recommandation en fait à donner aux personnes qui nous écoutent, c'est que quand tu as les moyens intellectuels, professionnel, économique de te dire en fait ok maintenant c'est ça qui compte, etc. Mais en fait il faut juste s'écouter et se donner la possibilité de choisir, parce qu'on en revient à ça, c'est-à-dire la liberté de ne pas être soumis et de ne pas subir quelque chose qui nous correspond pas. Voilà. Et je pense qu'il faut enlever ce gros manteau là très très lourd dont on a hérité de nos aînés, pour se dire mais en fait s'il y a un ordre établi, c'est aussi parce que personne ne l'a challengé. Mais charge à chacune de challenger. Et c'est tout le débat que je peux avoir moi avec mes équipes par exemple sur les fiches de poste. Les fiches de poste, c'est super, c'est un préalable technique. Mais si tu veux vraiment te créer de la magie dans ton job, de la passion, et que tu veux sortir un peu du cadre et que tu veux innover, tu sors de ta fiche de poste. T'en fais bien plus. Et c'est là où généralement, il se passe des choses dans ta carrière, parce que justement, t'es pas allé de A à B. T'as voulu innover, t'as voulu... voilà. Mais encore une fois, ça, c'est des choses qui sont très personnelles. C'est-à-dire, on ne peut pas calquer ce mode de pensée sur une génération entière. En revanche, celles qui veulent, il faut qu'elles soient cohérentes, il faut qu'elles soient consistantes et accessoirement très bien organisées. Parce que la vie de maman a des jobs comme ça de haut cadre dirigeant. La clé, c'est quand même l'organisation. C'est-à-dire qu'il faut être des chefs de projet permanents. Avoir une famille, c'est avoir une PME. Surtout à Paris intramuros, mais par ailleurs, c'est la même chose pour moi, mes copines qui sont à Lyon ou ailleurs. C'est une gestion de temps permanente entre ton ratio... ok, alors moi, je peux peut-être déléguer ça versus ça, je le fais moi-même, etc. Donc, il faut être aussi... faut avoir un écosystème autour de soi, faut être aidé, faut avoir une gestion très précise des choses. Et je sais que moi, typiquement, si j'ai un truc qui vrille dans les rouages de la semaine... je sais que nécessairement ça va se répercuter sur sur le reste. Donc il faut, c'est vraiment tes chefs d'orchestre. Hein. Donc il faut absolument jouer avec les partitions, mais aussi savoir gérer l'inattendu, l'imprévu, etc. Voilà. Je pense que ce qui est super intéressant dans ce que tu as dit, alors la première chose, c'est qu'on a finalement, toutes les femmes ont chacune leur vision de la façon dont elles ont envie de vivre leurs ambitions. Bien sûr. Mais ce qui est très très vrai, je trouve, et que je ne cesse de répéter, c'est finalement on a toujours le choix.
Et donc, on a le choix de nos priorités, on a le choix de ce qu'on veut pour sa carrière. En tout cas, en France, oui. Je pense que dans d'autres pays, ça peut être plus compliqué pour les femmes. Ouais. Alors, il est tout à fait bon aussi par exemple, de se remémorer ses droits. Par exemple, une femme qui allait et qui retourne au travail, je pense qu'il y a peu de femmes qui savent que dans des entreprises de plus de 100 personnes, il y a un local, normalement, qui doit être dédié à l'allaitement, avec des pauses qui sont organisées dans sa journée pour qu'elle puisse tirer son lait. Et si son projet, c'est d'allaiter pendant X mois, c'est un droit. Je pense que c'est à chacune aussi de se responsabiliser vis-à-vis de ça, et que si c'est un projet très personnel, très porté, encore une fois, oui, il y a un ordre établi, il y a un système, mais déjà, est-ce que celui-ci te convient? Est-ce qu'il est en phase avec tes valeurs? Voilà, il faut s'interroger là-dessus. Moi, j'ai vraiment une devise dans la carrière, c'est pour travailler avec quelqu'un, que ce soit N-1 ou N+1, il y a 3 choses à partager. Une vision commune de ce que va devenir la boîte, une ambition, c'est-à-dire un calendrier, à quelle vitesse, comment, et des valeurs. Et là, des valeurs, quand je dis valeurs, vraiment des valeurs, une philosophie, des valeurs humaines. Si tu n'as pas ces 3-là, c'est assez compliqué à mon sens de bosser dans une boîte si t'es pas aligné sur au moins 2 des 3 volets. Parce que du coup t'es pas en adéquation, et donc du coup en fait il y a une espèce de dissonance permanente qui te tiraille et dans laquelle tu peux finalement pas donner le meilleur de toi-même, parce que au final ce qui compte dans ton job, c'est ta performance, c'est ton résultat. Tout à fait. C'est ça, hein, je veux dire, dans n'importe quel job, que tu sois chef de groupe ou vendeur, ce qui compte à la fin de la journée, c'est ta performance. Est-ce que tu as gagné un nouveau client? Est-ce que tu as bien fait ta proposition? Est-ce que si? Est-ce que quoi? Est-ce que qu'est-ce? Donc, moi, je suis vraiment aussi là-dedans, c'est-à-dire dans une culture du résultat et pas une culture du moyen, parce que au final, c'est ça qui compte dans une entreprise. Ouais, c'est ce qui compte pour l'entreprise, évidemment. Et je me demandais d'où ça te vient, cette vision. Comment t'étais quand t'étais petite? Est-ce que tu t'imaginais là dans ce beau bureau? Quelle petite fille tu étais? Non, je m'imaginais pas forcément là dans ce bureau. Alors moi, j'étais une petite fille très tonique, très énergique. Enfin, je pense que ça n'a pas changé. C'est-à-dire que ce qui m'anime vraiment, c'est la passion, c'est l'énergie, c'est de mener des combats qui me tiennent à cœur. Donc c'est voilà une espèce de, je sais pas comment on peut appeler ça, mais voilà cette espèce de feu intérieur que j'ai. Et en fait, moi, je voulais être danseuse. Donc absolument rien à voir, mais ça m'a toujours intéressée d'être plutôt dans des environnements très créatifs, voilà, entre la culture et l'art. Et donc initialement c'était ça mon projet, et puis après je me suis vraiment passionnée par le secteur et l'industrie de la mode, et donc moi j'ai plutôt choisi après une carrière entre guillemets rationnelle, en tout cas rassurante, avec des études assez classiques, alors plutôt universitaires, mais avec un parcours assez classique, se terminant par un master qui va bien et qui fait qu'après, c'est la voie royale pour aller faire le bon stage dans un beau groupe qui fait que ça t'ouvre des portes, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors, sur le cas précis de Nelly Rodi, j'avais, oui, une ambition très très claire sur Nelly Rodi, puisque moi, je suis arrivée stagiaire, en fait, chez Nelly Rodi. J'ai eu une première vie, en fait, chez Nelly Rodi, de chef de projet junior, puis chef de projet confirmé, puis chef de projet senior, puis chef de groupe, puis je suis partie pendant 2 ans, et je suis revenue en 2011, d'abord pour prendre la direction du conseil mode, puis conseil mode et beauté, et depuis 2 ans, donc directrice générale adjointe. Et oui, Nelly Rodi, en fait, c'était pour moi clairement sur ma feuille de route, c'était très identifié, c'est-à-dire que je me souviendrai toute ma vie de cette anecdote que j'aime bien raconter. J'étais à l'époque, en fait, donc en master, j'étais déjà en stage, en fait, j'étais en stage chez Gaspard Jurkiewicz, parce que je voulais avoir une expérience aussi petit créateur, dans le Marais, où tu fais un peu tout, t'es au marketing, mais en fait, t'es aussi au commercial, et puis en fait, tu fais aussi un peu travail avec le studio, etc. Ça me plaisait. Avant, j'avais aussi fait un stage chez LVMH et j'avais bossé chez Camaïeu. Et puis, mais en fait, enfoui en moi, j'avais ce projet Nelly Rodi. Et j'ai écrit une lettre, en fait, une vraie lettre manuscrite à Nelly. Et je m'en souviendrai toute ma vie. À un moment donné, on faisait une visite avec mon master, avec la promo de mon master à l'Opéra de Paris. Et dans les coulisses, on regardait les perruquiers et tout ça. Et en fait, Nelly m'appelle. Nelly elle-même.
Nelly m'appelle sur mon portable, donc les vieux portables de l'époque qu'on ouvrait là comme ça avec un clapet. Et j'entends oui bonjour c'est Nelly, Nelly Rodi. Donc là mon sang ne fait qu'un tour, mon cœur se met à battre la chamade. Donc moi jamais j'aurais pensé que c'était elle qui ouvrait elle-même son courrier, qu'elle allait lire la lettre. Enfin pour moi c'était vraiment jeter une bouteille à la mer. Et en fait elle m'a dit que la lettre l'avait beaucoup touchée, qu'il fallait absolument que je rencontre son fils, donc le président actuel de Nelly Rodi, qui est François Lelouette, et l'histoire a commencé comme ça. Voilà, donc je l'ai rencontré, j'ai été prise en stage, et j'ai commencé comme ça pour une première section de vie, de fresque de vie chez Nelly Rodi. Après, j'en suis partie et je suis revenue en 2011. À ton avis, quels ont été les facteurs déterminants pour que tu en arrives là aujourd'hui, d'être directrice générale adjointe quel âge as-tu, si c'est pas indiscret? J'ai 34 ans. 34 ans, on a le même âge. À 34 ans, on peut dire que c'est un beau parcours. Est-ce que tu identifies dans ce parcours-là des facteurs déterminants dans ta personnalité ou dans les rencontres que tu as faites? Enfin, qu'est-ce que tu en penses? La première chose, c'est je crois, une très grosse capacité de travail. C'est-à-dire, je l'ai dit un petit peu en introduction, le travail, la masse de travail, c'est-à-dire abattre du travail, la quantité de travail ne m'a jamais fait peur. Et alors ça, ne me demande pas comment je l'ai, je n'en sais rien. C'est-à-dire que ça, c'est un truc qui, en fait, moi, plus on me donne des problèmes à résoudre, plus on me donne, tiens, puis il y a aussi ça, 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 bah, en fait, plus ça m'excite. C'est complètement presque limite pervers en fait, hein. Maso, hein, on va se dire que je suis un peu maso, mais moi j'aime ça en fait, j'aime dénouer, j'aime la complexité, j'aime relever des challenges, etc. Et je pense que c'est aussi pour ça que je fais du conseil. C'est-à-dire que nous, notre métier, c'est ça, c'est d'accompagner en fait des entreprises et de dénouer, de répondre à une problématique. Et donc voilà, première chose, c'est la capacité de travail. Ensuite, je pense que je suis quelqu'un de excessivement déterminé, c'est-à-dire que le déterminisme s'applique plutôt bien à moi. Et ça, j'ai été biberonnée à ça, beaucoup par ma mère, mais aussi par une de ses meilleures amies, et en fait, qui m'a toujours dit, tu sais, dans la vie, quand on veut quelque chose très très fort, comme ça, on ferme les yeux et puis on y pense, bah forcément, ça arrive. Et en fait, cette espèce d'auto motivation, en fait persuasion, moi me donne beaucoup de détermination. Et c'est vrai que c'est très rare. Enfin, tant que j'ai pas le truc que je veux, je vais pas endormir la nuit. Enfin, c'est quasi obsessionnel en fait. Et c'est pareil pour un client. Enfin, par exemple, si on perd une compétition, mais je peux en fait ne pas endormir pendant 3 semaines. Ça me rend malade. Et moi, il n'y a rien qui m'excite plus que la compétition, gagner face à un concurrent. Mais non pas pour le gain, mais parce qu'on aura mis les meilleures idées en place et qu'on aura montré qu'on est meilleur, qu'on est plus affûté, qu'on est plus outillé, qu'on a plus de méthodes, qu'on a plus d'engagement, qu'on est plus passionné. Et pas juste parce que ça fait rentrer du chiffre d'affaires. Évidemment, c'est un prérequis là aussi. Ouais. Mais moi, ce qui m'anime, c'est ça. C'est-à-dire, déterminé à aller chercher l'excellence, l'exigence. Donc voilà, tous les curseurs sont un peu au plus haut niveau de ce qu'on peut... voilà. Et puis la détermination, le travail et un bon sens aussi de l'abnégation. Ça, c'est des trucs dont on ne parle pas beaucoup, mais qu'on apprend en fait par la force des choses quand on devient maman. Je suis pas très nuancée malheureusement comme personne, donc parfois je peux peut-être manquer un peu de subtilité, mais je suis quelqu'un d'assez entier et c'est vrai que quand je suis devenue maman, je conçois pas d'être autrement qu'une maman fusionnelle. Donc c'est pour ça que typiquement quand on dit oui, il y a le bébé qui reste à la maison et le temps des parents, ça c'est des trucs, c'est des expressions qui je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Donc il y a les enfants qui sont dans leur chambre et le reste du temps en fait il y a les adultes qui prennent l'apéritif sans les enfants. Et ce cloisonnement, tous ces trucs-là, moi c'est un truc que je déteste. Moi j'aime quand tout se mélange et quand c'est beaucoup plus libre, etc. Ce truc de couper, découper, siloter. Ouais. Je trouve que c'est pas très en tout cas moi ça m'apporte pas grand chose. Et donc typiquement sur la question de la maternité,
quand tu deviens maman, finalement, tu penses à tout sauf à toi-même. Hein. Il faut quand même se le dire, hein, dans la petite enfance, entre 0 et 3 ans, ta propre personne, c'est la personne à laquelle tu penses en dernier. Parce que d'abord, tu penses à tes enfants, puis à ton compagnon, mais toi, c'est très très loin derrière. En tout cas, moi, par exemple, je pense toujours d'abord à mes enfants, mon compagnon, mes équipes, et moi, bien loin derrière. Pour sur ce qui me ferait du bien, ou des choses comme ça. Et je pense que pour faire carrière, il faut en fait aussi avaler des couleuvres, faire preuve en fait d'une sorte de don du consensus. Il faut aussi savoir naviguer en eau trouble. Il faut savoir s'adapter, avoir une capacité d'adaptation très très importante. Et puis en fait, oui c'est ça, c'est swim with the sharks quoi. C'est-à-dire que faut pas être béni oui en fait, faut pas être naïf. Faut être clair sur ce qu'on veut. Et puis oui, enfin, faudrait pas se dire que tout ça arrive avec un claquement de doigts en fait. Hein. C'est beaucoup de travail, beaucoup de. Alors après, ça dépend aussi du milieu social dont tu viens. Il y a tout ça. Hein. Faut apprendre à faire du réseau, faut apprendre à savoir se valoriser, plein de choses comme ça. Mais c'est un long chemin qui est loin d'être reposant. Donc, faut quand même avoir sacrément la patate. Hein. Voilà, faut vraiment, au-delà d'y croire. Ce qui fait la différence entre des beaux discours et après des nominations, des actions, c'est ta capacité à relever tes manches et prendre le sujet à bras le corps et l'emmener avec toi en fait et y aller. Et donc c'est se lancer, c'est que oulala, l'eau elle a l'air bien froide, mais c'est pas grave, j'y vais quand même. Et puis s'il me faut, j'aurai des bouées, mais faut se lancer en fait. Et il faut pas avoir peur de ça. Donc faut être, je crois, assez courageux, peut-être un peu même téméraire. En tout cas, moi je pense que c'est ces trois axes là, quoi. Donc détermination, abnégation, travail. Super. Pas hyper sexy, hein, donc désolée, mais il n'y a pas de magie là-dedans. Alors, mais on sent à travers ce que tu dis que oui, clairement, la détermination t'a amené là et le travail. Moi, je suis assez curieuse de savoir dans ce parcours-là, est-ce que tu as été parfois confrontée à des challenges, soit tes propres limites, des trop grosses peurs ou des doutes, ou être celle dans un groupe qui n'ose pas prendre la parole, ou mes auditrices en général et de toute façon, les femmes et les hommes ont toujours des barrières auto-limitantes. Si toi, tu devais faire un état des lieux des tiennes, qu'est-ce que tu dirais quels sont tes challenges personnels ? Alors, moi, je dois dire que sur ce côté-là, la fée s'est bien penchée au-dessus de mon berceau parce que j'ai pas beaucoup de barrières, de timidité ou en fait, et je pense que ce côté un peu peut-être rentre dedans ou un peu pushy, enfin c'est pas moi qui le dis, hein, mais peut-être que certains ont pu juger comme ça quand j'étais plus jeune, vient tout simplement du fait que je ne m'encombre pas beaucoup des étiquettes. Et je pense que c'est très lié peut-être aux origines sociales. C'est-à-dire mon père a été un grand joueur de foot, repéré sur des terrains plutôt pauvres d'une banlieue en Pologne, dans une station balnéaire, voilà. Et hop, il a pris l'ascenseur social et hop, par le sport, il s'est émancipé de son milieu d'origine et a fait donc carrière, s'est expatrié, etc., etc. En fait, au fond de moi, il y a toujours eu un truc qui était, en fait, tout est possible. Tout est possible. Comment dire ? Pour préciser un peu ma pensée, je n'ai pas en fait peut-être les freins qu'ont les personnes très bien élevées ou qui viennent de milieux un peu plus lisses, un peu plus où on aurait des complexes, soit justement sociaux vis-à-vis d'une autre classe, ou à l'inverse, on a été cultivés, éduqués. Les filles doivent pas parler trop fort. Il faut pas se couper la parole. Il faut avoir un langage un peu rond. Moi, j'ai jamais eu ça. C'est-à-dire que moi, je n'ai jamais eu, en fait... Donc, peut-être cette faiblesse-là, moi, je l'ai, en fait, transformée en atout. C'est-à-dire que très vite, en fait, du coup, comme j'étais un peu tête brûlée, moi, j'osais dire peut-être plus fort, plus haut, à voix haute,
ce que certaines personnes peut-être ne pourraient pas dire. Et donc, je me suis jamais trop encombrée de ça. Et puis, je sais pas du tout, mais j'avais une forme d'assurance parce que nourrie par des croyances. Et je pense que tant que t'es passionné, mais quelque part, t'es forcément sincère. Donc, si t'es sincère, bon bah ok, peut-être que tu diras une bêtise, mais au moins il se passe quelque chose, quoi. T'as été sincère. Et je préférerais toujours quelqu'un qui, en fait, sera animé par quelque chose, plutôt que quelqu'un qui est hyper boring, mais qui sera, tu vois, dans la bonne, le bon truc, voilà, mais tellement chiant. Moi personnellement, c'est voilà. Alors après, sur mes freins personnels, j'en ai pas beaucoup en fait. C'est horrible, hein, mais j'ai du mal à répondre à ta question. Est-ce que du coup, ça veut dire que tu acceptes tes imperfections et que tu vis bien avec? Oui, parce que voilà, moi, en fait, les défauts que je peux avoir, les imperfections que je peux avoir, par exemple, un truc voilà, si, il y a mes freins personnels, par exemple, on m'a longtemps reproché d'être un peu trop autoritaire. Le fameux truc de... Je connais bien celui-là aussi. De l'autoritarisme. Alors qu'en fait, moi, je suis juste... En fait, j'ai eu cette erreur-là pendant longtemps qui était de calquer mon niveau d'exigence sur celui des autres. C'est-à-dire que, en fait, pour moi, ça n'était jamais assez bien. Par rapport à moi, la grille que je me fixais, c'était jamais assez bien. Perfectionniste. Voilà. Et du coup, en fait, par rapport à des équipes que tu peux parfois manager quand tu es jeune, et que, enfin voilà, moi quand j'ai pris le poste de directrice du conseil, je me retrouvais toute seule à Hong Kong, à Singapour, en Amérique latine, dans des hôtels 3 étoiles, 4 étoiles, à faire des conférences en anglais devant 500 personnes. Donc oui, t'as la tête qui tourne un peu, à un moment donné, tu te dis, bah attends, moi je sais me débrouiller toute seule, donc ça te donne en fait une forme d'assurance, ou du coup après, c'est pas que tu décolles de la réalité, c'est pas ça, mais c'est que tu te dis, mais en fait, tout le monde peut faire pareil. Si moi je peux le faire, pourquoi toi tu peux pas le faire? Et donc à partir de là, si moi mon niveau d'exigence il est là, pourquoi toi c'est pas pareil? Et ça en fait j'ai fait peut-être des erreurs dans le passé, des raccourcis peut-être, parce que en fait, ce que moi je croyais être très clair l'était pas forcément, ou il fallait plus accompagner les gens, les former, parce qu'en fait l'erreur qu'on peut aussi faire quand on est manager, c'est qu'on croit que tout le monde veut devenir manager et que tout le monde veut devenir... tout le monde a de l'ambition. Or, pas du tout, en fait. Tu te rends aussi compte. Et ça, c'est aussi tout le fantasme autour de l'intrapreneuriat, de l'horizontalité dans l'entreprise, etc. Il y a en fait beaucoup de personnes qui adorent la verticalité. Elles se sentent beaucoup plus confortables parce qu'en fait, elles ont un chemin tracé. Elles savent qu'elles doivent aller de A vers C et elles seront évaluées en fonction de ça. Mais elles veulent surtout pas être évaluées sur D. Et en fait, moi, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre ça. Parce qu'en fait, je pensais que tout le monde était comme moi et que tout le monde voulait défoncer les murs et exploser, et gravir les montagnes et sky is the limit. Or, pas du tout. Voilà. Donc, moi, c'est plutôt ça que j'ai appris en fait avec le temps. D'accord. C'est ça, c'est d'être un peu plus justement dans l'écoute de l'autre et ne pas projeter mes propres ambitions sur celles des autres. Voilà. Ok. Alors, moi, j'ai compris au début de ce que tu nous as expliqué que le fait d'avoir des enfants n'avait pas véritablement impacté tes ambitions de carrière, que Non, par contre, ça a vraiment changé ma façon de travailler. Ouais. De quelle façon? Tu peux nous en parler? Oui, ça m'a forcé à déléguer déjà. Ouais. C'est-à-dire que j'ai été obligée de me dire, ok, ce à quoi je peux vraiment être utile et là où j'ai ma valeur ajoutée, c'est ça. Et tout le reste, je vais le déléguer parce que tu peux pas tout faire rentrer. Que moi j'ai une légère tendance à vouloir tout contrôler, sauf qu'à un moment tu peux pas. C'est-à-dire que ça tient pas en fait, hein, juste techniquement parlant dans la journée ça ne tient pas. Donc tu es obligé d'avoir des bons numéros 2 et de te dire ok, je l'aurais peut-être pas fait comme ça, mais fine, c'est fait, c'est ok. Voilà, c'est ok. Donc moi ça m'a appris en fait à me délester de tout le superficiel et de me concentrer sur vraiment ce qui comptait le plus. Voilà. Ça te force à prioriser, ça te force, ça t'apprend à hiérarchiser, à structurer. Et je trouve que en fait, moi, je suis bien meilleure depuis que j'ai des enfants. Ouais. Meilleure professionnelle, j'entends. Hein. Ouais. Je suis assez d'accord. En fait, c'est un véritable atout et qu'on néglige souvent de partager. Mais quand tu es très organisé, tu deviens très efficace.
Et puis, tu arrives aussi à compartimenter les choses dans ta tête, à avancer sur plusieurs choses en même temps. Mais ce qui est en fait, au lieu de mettre des bâtons dans les roues, on devrait saluer en fait toutes ces femmes-là. Parce que, en fait, encore une fois, c'est des chefs d'entreprise, les mamans aujourd'hui, qui sont à des postes comme ça. Elles gèrent un truc de dingue entre les écoles, les maternelles, les crèches, les nounous, les sorties, les réunions, les équipes, etc. Tu as un nombre de trucs que tu dois organiser dans ta semaine, sans parler même de la maison. Si t'es pas ultra carré, ultra sharp, ultra décidé, etc., t'es noyé, hein. Tu te fais vite. Donc il y a certaines qui disent bon bah ok c'est pas parfait mais c'est comme ça. Moi j'en fais pas partie. Je peux pas supporter que ma maison soit pas rangée, que ce soit pas propre, etc. Donc tu t'imposes une espèce de rigueur qui du coup en fait te fait devenir une espèce de machine de guerre quoi. C'est-à-dire que moi je sais que le lundi à 8h jusqu'au vendredi 20h, mode warrior quoi, c'est-à-dire que t'as tout ton truc est ultra calé, il n'y a pas une minute en fait qui est laissée au hasard. Alors c'est épuisant, hein, faut aussi se le dire. Ne croyons pas que c'est de tourpeau, mais moi c'est comme ça que je trouve mon équilibre et que j'arrive justement à mener les deux de front. D'accord. Alors est-ce que ça veut dire que du coup le week-end c'est repos ? Oui, le week-end c'est repos, même si moi je reste connectée H24, 7/7 à mes emails et à mon job parce que c'est une passion et que je m'interdis pas de rebosser sur un dossier, bien au contraire, hein, mais ça, encore une fois, on revient à la question du choix, je le choisis. C'est-à-dire que si j'ai une idée pour quelqu'un de mon équipe, etc., je lui en ferai part dans le week-end. Et voilà, donc ça c'est aussi un truc très perso. Mais pour moi, c'est absolument indispensable d'avoir aussi, de recharger en fait ta batterie qui te sert pour être super performant de lundi à vendredi. Tu es obligé de remettre de l'huile dedans et ça passe par quoi ? Ça passe par le samedi ou dimanche tu prends 2 heures pour je ne sais rien moi faire un gâteau pour tes enfants. Là le week-end dernier c'était la Chandeleur, j'ai fait des crêpes et en fait je me suis dit tiens voilà, faire des crêpes c'est en fait je leur donne de l'amour parce que c'est moi qui les ai fait. J'ai pris 2 heures que pour ça et j'étais pas en même temps sur mon smartphone en train de répondre à des mails, j'étais vraiment 2 heures complètement dédiée à ça et donc du coup ça génère une sorte de satisfaction personnelle qui du coup te remet dans le moteur, etc. Donc voilà, mais encore une fois ça n'est pas une recette, je veux pas m'auto-proclamer gourou Gwyneth Paltrow ou je ne sais quoi, donc chaque personne est très différente. Voilà. Et si ça peut aider certaines et en inspirer certaines, c'est super. Mais ne croyons pas que tout le monde veut être DG et maman et voilà, ça n'est pas en fait la panacée. Ouais. Mais je trouve que c'est intéressant justement la question de ton équilibre. Tu dis voilà, ça c'est mon équilibre. Moi j'aime bien dire que en fait il y a autant d'équilibre qu'il y a de femmes. Absolument. Parce qu'on a chacune notre façon de le vivre. Exactement. Et que c'est aussi quelque chose de mouvant qui peut changer avec le temps, avec Absolument. les enfants. Et ton équilibre que tu as quand tu as 2 enfants, 35 ans, moi, c'est pas du tout le même que quand j'étais célibataire ou quand j'étais juste en couple sans enfants. La vie, c'est aussi des séquences, hein. Ouais. Surtout aujourd'hui, c'est-à-dire, toi, tu es le meilleur exemple, expatrié un jour, revenu après, enfin voilà. La vie, c'est aussi une succession de séquences. Donc aujourd'hui, je suis comme ça. Peut-être dans 5 ans, je serai expat à Miami, j'en sais rien. Enfin, on peut pas le savoir. Ouais. Il faut juste être aligné et choisir. Je sais par ailleurs que tu as un engagement associatif, si je ne me trompe. Absolument. On va bientôt fêter les 1 an de l'association. Ce sera le 8 mars 2019, puisqu'en fait, j'ai fondé une association avec un ensemble de mamans du 1er arrondissement. Je dis des mamans parce que c'était à l'occasion d'un café-crèche organisé par la mairie du 1er. Et on s'est lancé dans cette aventure ensemble. Donc moi, j'en suis un peu la présidente d'honneur. Et en fait, notre engagement, c'est pour les femmes qui travaillent ou qui vivent dans le 1er, mais c'est ouvert à plein d'autres femmes. Notre mission, c'est l'empowerment féminin, mais via 2 choses bien précises, 2 activités bien précises, c'est la culture et le sport. Et c'est comment est-ce que tu gagnes en confiance en toi, en épanouissement, parce qu'il n'y a pas vraiment de traduction littérale d'empowerment, mais en gros, comment tu te sens plus powerful, comment tu te sens plus puissante au quotidien, grâce à la culture et au sport. Donc parfois, juste en fait, faire un cours de yoga avec 20 nanas,
ça te fait un bien fou parce que tu discutes de ta vie, t'échanges sur tes problèmes, etc. Et en fait, à un moment donné, d'avoir juste un temps pour toi avec des femmes qui sont d'ailleurs parfois très différentes de toi, ça t'ouvre des perspectives. C'est un temps pour toi. Et donc nous, ça nous tenait à cœur. En fait, donc on a tous les mois des activités où on se réunit. Et du coup, c'est ça, c'est beaucoup d'échanges, c'est des tips du quotidien. Et comment est-ce que grâce au sport, tu peux te sentir mieux, grâce à la culture, c'est une forme d'empowerment. Moi, ça, j'y crois beaucoup parce que je pense que quand tu as accès en fait au savoir, c'est des outils féroces pour prendre cet ascenseur social. Et alors, du coup, on résume toutes ces casquettes que tu as, à la fois ton travail, la maternité, le fait d'être en couple, et puis engagé associativement. Est-ce que, comment tu te fais aider en termes de temps à la maison? Est-ce que ton compagnon aussi est investi? Alors, il y a un truc super important. Oui, évidemment. Je n'y arriverais pas si j'avais pas un super système donc d'organisation familiale, c'est-à-dire concrètement moi, mon compagnon, il est indépendant, donc s'il y a un pépin à n'importe quel moment, il peut jouer le relais et ça change beaucoup de choses. C'est-à-dire que s'il était directeur marketing chez L'Oréal, je crois que ça le ferait pas du tout. Clairement, faut se dire aussi les choses. L'Oréal ou un autre gros groupe, hein. J'ai absolument rien contre L'Oréal évidemment, mais tout ça pour dire que si voilà il avait un poste de haut fonctionnaire, manager dans une boîte qui est hyper exigeante au niveau de la disponibilité, ça le ferait pas. Donc lui il est écrivain, il est auteur, donc il a cette liberté là. Ça c'est un premier point et évidemment il faut le souligner. Parce qu'il contribue plus que la moitié de l'organisation. Donc ça, c'est très important d'avoir déjà ce relais-là, de ne pas se sentir seul, responsable de toute cette petite famille. Après, moi, mes enfants ont respectivement 3 ans et 6 mois. Donc Zachary, lui, est en petite section. Donc j'ai une nourrice qui fait une sortie de maternelle, qui est là classiquement jusqu'à 19h30, 20h. Et ma petite fille est en crèche. Moi, je tiens beaucoup à la collectivité. C'est un truc, vraiment, je trouve que dans les politiques familiales, dans les municipalités, la question de la petite enfance, de la famille, c'est hyper important. Enfin, investir dans tout ce qui est solution de garde, etc. Enfin, c'est hyper aidant. Et je trouve que ça crée du lien social, la collectivité, ça apprend plein de choses aux petits-enfants. Enfin, je trouve ça vraiment bien. Donc, toutes celles qui peuvent avoir leurs enfants en crèche, je ne peux que... abonder dans ce sens-là. Et pareil, donc il fait une sortie de crèche, en fait, c'est la même nounou qui s'occupe des deux. Ce qui me permet de, moi, avoir l'esprit relativement libre et serein et concentré. J'ai toujours le petit texto qui va bien à 16h30. C'est bon, j'ai récupéré Ellie. C'est bon, j'ai récupéré Zachary. Et donc là, ok, je peux continuer. Et je peux continuer mes réunions jusqu'à 19h30 sans aucun problème. Donc voilà, donc oui, c'est une organisation, c'est un peu, c'est ça, c'est le compagnon plus un relais, donc soit de la collectivité, soit après d'une nourrice, c'est absolument indispensable. Donc après, moi je n'ai pas cette chance que d'avoir en fait mes parents à proximité, ils sont un peu plus loin en province. Donc pour les vacances scolaires, ça va bien, mais au quotidien, c'est moyen. Donc j'ai d'autres copines qui se font beaucoup plus aider par leur maman, leur belle-mère, etc. Ouais. Donc après, à chacun son organisation personnelle. Nous, on a organisé ça comme ça et c'est ce qui me permet en fait parce que moi, je pense aussi que il faut pas laisser cette question au dernier moment avant la reprise du travail. Il faut s'en occuper vraiment vite parce que si t'es pas tranquille sur où est gardé ton enfant et comment ça se passe, comment il vit sa journée, comment est-ce qu'il prend ses repas, comment se passe la sieste, etc. Enfin, moi, en tout cas, perso, je sais que je pourrais pas bosser si j'étais pas tranquillisée là-dessus. Pour moi, c'est là un prérequis absolu. Et si je suis sereine là-dessus, après, c'est bon. Quel conseil aimerais-tu donner aux femmes ambitieuses qui nous écoutent, qui doutent parfois d'elles et de leur potentiel, qui ont peur en fait d'y aller? Qu'est-ce que tu leur dis? Mais d'y aller, c'est-à-dire sur des postes un peu... Ouais, d'oser, demander, d'oser avancer dans leur carrière, d'oser faire ce shift dont elles rêvent,
mais sans oser se lancer. Il y a pour moi 2 réponses à formuler. Il y a des choses très rationnelles qui peuvent aider, c'est-à-dire faire des bilans de compétences, mais pas le truc pourri daté, un peu institutionnel, hein. Un vrai bilan de compétences avec quelqu'un qui va te dire... Parce qu'en fait, parfois, formaliser un peu et mettre un peu de raison sur un projet, ça aide. Parce que déjà, ne serait-ce que l'écrire, le visualiser, mettre des mots sur des envies, etc., ça y donne corps. Et quand ça y donne corps, bah, quelque part, en fait, tu te dis, ok, alors en fait, ok, j'ai couché ça sur le papier. Moi, j'aime beaucoup tous les systèmes, voilà, de faire des boards, des post-it, de visualiser en fait les choses, d'écrire, de mettre des mots. Ça donne une espèce de caisse de résonance. Et là, tu te dis, donc là, on peut se faire aider. Donc typiquement des coachings, des gens, voilà, qui sont spécialisés, qui ont des outils, des méthodes, et qui vont te dire, ok, donc moi j'en suis là, je veux ça. Voilà où moi, en termes de compétences techniques, j'en suis. Voilà mes craintes. Et en fait, déjà de poser une espèce de feuille de route, je pense que ça aide beaucoup. Parce que du coup, d'une part, en fait, tu donnes corps à ton projet, et 2, tu peux t'évaluer. Tu peux te dire, attends, là-dessus, je suis 10 sur 10, là-dessus, je suis 2 sur 10. Et donc, du coup, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer, etc. Ça aide à prendre conscience. Et après, alors le deuxième point qui est plutôt là, pour le coup, très immatériel, très émotionnel, toutes les questions de confiance en soi. Il n'y a rien de mieux que, en fait, se mettre face à soi-même et se faire un peu... faut se faire un peu violence. C'est-à-dire que, par exemple, typiquement, j'en sais rien, des fois, ça va passer par un cours de danse, un cours de boxe, j'en sais rien, peu importe l'échappatoire que tu vas... Voilà, mais il faut se mettre un peu en danger. Il faut déjà se frotter. En fait, il faut se mettre des mini-défis puis des gros défis. Et de se dire, ok... et parce qu'en fait, si tu as des freins, c'est parce que tu as un manque de confiance en soi. Donc, il faut chercher la raison de ce manque de confiance en soi. Donc, quoi de mieux de réussir des choses qu'on pensait inatteignables? Enfin, c'est comme l'enfant qui est tombé de vélo et puis qu'on lui dit vite, remonte. Ouais. Parce que sinon, ça va créer un trauma. Et donc, après, tu vas remettre des mois à monter en selle. Et bah, c'est exactement la même chose pour nous adultes. C'est-à-dire que tu crois que tu peux pas, mais en fait, est-ce que tu as essayé? Enfin, déjà, y a aussi ça. C'est-à-dire qu'on des fois, on se fait des montagnes. Et alors ça, pour le coup, je suis désolée de faire ce que certains vont appeler du féminisme primaire, mais il y a une grosse différence entre les hommes et les femmes. Un mec qui va avoir une proposition de job, il va jamais se poser la question de est-ce que j'en suis capable. Never, ever. Une fille, alors elle va rentrer dans une espèce de psychose, une névrose, un stress où elle perd 15 kilos, 15 litres de sueur. Elle va se dire mais je suis pas capable, mais par quel bout prendre le truc, etc. Mais respire. Si on te le propose, a priori, c'est que t'en es capable. Voilà. Ah, et après, prends et puis tu verras bien si t'en es capable. Et si t'en es pas capable, bah, tu vas trouver des solutions. Tu vas aller chercher des aides. Tu vas aller peut-être faire du réseau, quelqu'un qui a déjà le poste et avec qui tu vas prendre un café, qui va te dire ah ouais, moi aussi j'ai eu tel problème, voilà comment j'ai fait, etc. Enfin, je pense qu'il faut dégonfler à moins qu'on te propose un truc de dingue, j'en sais rien vraiment, où tu passes de chef de projet à directeur marketing. Bon, là, ça peut donner le tournis, mais il faut aussi dégonfler en fait le ballon et faire retomber comme ça le soufflet et se dire en fait voilà, rationnellement, je sais que je sais faire ça. Est-ce que moi j'en suis capable? Est-ce que j'ai la stabilité émotionnelle pour le faire? Est-ce que j'en ai vraiment envie? Est-ce que je suis aussi consciente de ce que ça implique, etc. Mais faut dépassionner parfois aussi un peu les choses et dégonfler les trucs. Et ça, je pense qu'on est peu armé quand on est une femme. Parce qu'on n'a pas ces réflexes-là, parce qu'on a très très mal cultivé son réseau, parce qu'on ne sait pas ce que ça veut dire réseauter quand on est une femme, alors que les cercles masculins et les réseaux d'hommes, ça existe depuis la nuit des temps. Donc en fait, tout ça pour dire quoi? C'est qu'il faut parfois pas trop se poser de questions. Et moi, je suis plutôt dans cette veine-là, de se dire bah j'essaye, et puis si ça marche pas, bah qu'est-ce qu'il y a? Au pire, il va se passer quoi? La police va venir me chercher? Non, bon bah essaye, et puis tu verras bien. Et puis je pense que l'intelligence aussi dans une carrière, c'est de se dire ok, ça je sais pas le faire, bah comment je fais pour l'apprendre et comment je fais pour demander une formation? Est-ce que ça peut passer en fait sur mon CIF? Est-ce que voilà, toujours des solutions. Je trouve qu'il vaut toujours mieux en fait se dire ok, j'essaye et si ça marche pas, bah voilà.
à moins d'être vraiment dans un truc où tu te brûles les ailes. Mais bon, généralement, les évolutions de carrière, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus fou, à moins de complètement sortir, t'as fait toute ta vie du design et puis tu veux faire de la boulangerie. Bon, bah là, à la limite... voilà, mais si c'est juste une évolution de carrière, une évolution de compétences, etc., il faut en fait s'affranchir de tous ces freins-là. Et il y a plein de moyens différents. Hein. Donc, c'est se prouver à soi-même qu'on réussit de faire des petites choses, de se faire des petits défis, se faire des petites frayeurs aussi, de se dire tiens, je pensais que j'en serais pas capable. Et en fait, voilà. Et se donner des petits shoots comme ça au quotidien qui sont des ego boosters en fait. Et de pas avoir peur de se dire bah oui, non, mais ça, moi, je sais le faire, de se l'écrire. Et d'en prendre conscience en fait, parce que je pense je pense qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui se déprécient, qui se dévalorisent, et à l'inverse en fait, parce qu'on a été, je pense aussi beaucoup éduqués comme ça, et que c'est pas bien de dire que on sait faire ci, c'est de la vantardise, qu'on est bonne là-dedans. Voilà, c'est vraiment horrible. Mon Dieu, au secours, c'est horrible d'être conscient de ses atouts, mais c'est juste être, pour moi, c'est juste être en conscience, justement. C'est pas du tout se vanter, c'est juste only facts. Si tu devais partager avec nous un mantra qui t'anime. Je pense à Charlotte Husson et à ce qu'elle met dans pas mal de ses suites et de ses chemises, c'est Dream Big. Et puis ne jamais oublier en fait que ce qui fait la différence entre un rêve et un projet, c'est une date. Donc en fait, moi je me dis toujours, voilà, il faut se coucher en ayant des rêves plein la tête et puis se réveiller avec un calendrier. Enfin moi j'aime bien avoir des rêves très très inatteignables, et puis en fait le matin je dis ok, peut-être que le rêve je peux pas l'atteindre, mais je me mets un petit calendrier, un petit projet, une petite alarme, une petite cloque dans ma tête mentale, où en fait je me mets une étape, puis une deuxième, puis une troisième, et puis le fait d'avoir comme ça entre quelque chose de très utopique, très conceptuel, et après des petits succès, des petites victoires avec des dates, ça nourrit en fait ta big idea, en fait, ton big projet. Voilà. Du coup, en parlant de projet, en fait, j'aime bien cette idée parce que pour moi, c'est le rêve que tu transformes en objectif. Et quand tu ajoutes la date, en fait, c'est que ça devient un objectif. Tout à fait. Alors, si on parle justement des objectifs pro et perso et d'une bucket list, est-ce que tu pourrais partager avec nous quels objectifs tu as dans les années à venir, des trucs qui te font rêver et que tu aimerais réaliser? Il y a un truc qui revient systématiquement dans toutes les interviews que je peux faire, les articles, etc. Tout le monde se dit toujours toi c'est sûr, tu vas entreprendre, tu vas créer ton propre truc, etc. En fait, pas du tout. Moi, ça ne me fait pas du tout fantasmer d'entreprendre. Moi, j'aime le travail en équipe, j'aime dénouer des problèmes, j'aime en fait relever des défis, redorer l'image d'une boîte, la rendre de nouveau rentable. Ça, c'est des choses que j'aime beaucoup. Donc, si j'avais déjà un défi en fait à très court terme, c'est de continuer ce qu'on a commencé à faire chez Nelly Rodi depuis 2 ans, c'est-à-dire transformer cette société familiale très très désirable et très aspirationnelle dans son image et dans ce qu'elle délivre à ses clients. Nous, on a fait le choix d'aller vers des questions plus centrées autour de l'innovation, l'usage, le consommateur, tout en conservant nos racines créatives. Donc c'est une vraie transformation en fait d'entreprise, en termes d'outils, de méthodes, de services, mais aussi d'organisation. Donc moi je souhaite mener à bien en fait déjà ce projet. N'oublions pas que dans l'espace de 3 ans j'ai eu 2 enfants, donc je voudrais aussi continuer à le faire parce que j'ai été amputée de 4 mois et demi où j'ai pas pu continuer à développer le projet. Et donc là, je reviens et on continue en fait dans cette même voie. Donc, continuer cette transformation-là, ça me tient à cœur. Et tant que je sentirai que j'ai pas terminé, je continuerai parce que je suis pas du tout quelqu'un qui lâche l'affaire. Personnellement, je pense qu'a priori, je vais m'arrêter là. Mais bon, on ne sait jamais. La vie est pleine de surprises et je pense que je veux pas trop prévoir. Mais c'est marrant ta question parce que pour la première fois de ma vie,
Donc là, j'ai 35 ans, je sais pas pourquoi j'ai dit 34 tout à l'heure, n'importe quoi, la fatigue. Non, j'ai 35 ans, je suis née en 83, en novembre. Pour la première fois de ma vie, je ne sais pas quelle va être ma next step, que ce soit professionnel ou personnel. Et pour la première fois de ma vie, je lâche prise là-dessus. C'est-à-dire que j'ai toujours eu une feuille de route ultra précise. Dans 3 ans, je ferai ça, dans 5 ans, je ferai ça, et là, j'aurai des enfants, et là, ils vont s'appeler comme ça, et là, j'habiterai là, etc. Donc, pour l'instant, j'ai plutôt réussi ce que je voulais. Donc là, j'aimerais bien, en fait, en profiter, me remplir de joie d'avoir réussi à atteindre ce que je m'étais fixé comme cap. Et puis après, on verra. En fait, là, pour l'instant, je me laisse plutôt... j'ai plutôt envie que quelqu'un qu'on vienne... me dire tiens il y a tel nouveau client, il y a tel nouveau projet, il y a telle nouvelle chose, me laisser cueillir plutôt que l'inverse où je suis toujours moi aller chercher des choses, voilà. Donc c'est plutôt ça en fait dans l'état d'esprit dans lequel je suis. Donc c'est très déconcertant pour moi parce qu'en fait j'ai aucune idée de ce qui va se passer. Alors j'étais toujours quelqu'un qui prévoyait tout. Pour l'instant, j'ai décidé cette année de laisser les autres décider à ma place. Voilà. Écoute, pourquoi pas. Tu vas expérimenter. Je vais expérimenter. Je suis pas sûre que ça me réussisse bien, mais je vais essayer. En tout cas, Nathalie, merci infiniment merci d'avoir répondu merci à toi, à toutes ces questions. J'espère que ça plaira aux auditrices et qu'il y aura des commentaires, des questions, et que ça fera naître des trajectoires, des inspirations, des prises de décision et voilà, que ça activera des nouvelles carrières féminines. Merci. Merci beaucoup. Si l'épisode vous a plu, vous pouvez partager votre avis sur iTunes accompagné de 5 jolies étoiles. Et n'hésitez pas à le partager également avec les femmes de votre entourage qui pourraient en bénéficier. Merci 1000 fois.